16h18 dans un tout petit moment, on va pouvoir parler à la professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM. Il s'agit de Lucie Morissette. Je pense que nous avons avec nous déjà en ligne Lucie Morissette. Bon après-midi, Madame Morissette. Bon après-midi. Comment ça va, Madame? Ça va très bien, merci et vous? Oui, on est loin de la Floride, mais nos prières vont avec ces gens-là parce que, ouf, c'est des péripéties qui sont annoncées là-bas. Des péripéties climatiques, en effet. Oui, 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 oui. Et puis, par chez nous, professeurs, nous avons un petit problème. D'aucuns parleraient de petit problème. C'est pour les questions de sous-sol. On se pose la question, est-ce que dans les prochaines années, on va pouvoir continuer à habiter nos sous-sols? Bien, écoutez, moi, je ne suis pas une experte en construction ni en inondation. Et je sais qu'il y a plusieurs organismes qui sont prononcés récemment sur l'enjeu, en effet, d'avoir des pièces sous le niveau de la terre quand l'eau monte. C'est un enjeu qui peut sembler, en effet, assez évident et puis qui va paraître de plus en plus évident à mesure qu'il va y avoir des zones inondables, soit par les pluies, soit par le débordement des rivières ou par une combinaison des deux. Moi, ce sur quoi on m'a questionné dans les derniers jours, c'est sur la présence des sous-sols dans la culture de l'habiter au Québec et dans certaines autres régions du monde d'ailleurs. Et puis sur la manière dont, en fait, sur l'idée, à savoir est-ce que c'est important ou c'est pas important dans nos manières d'habiter, dans notre culture de l'habiter au Québec, est-ce que c'est important, les sous-sols? Et la réponse est oui, très certainement. Ça fait partie de l'histoire de l'établissement au Québec et l'établissement récent, particulièrement à partir des années 40-50, quand tout le monde, toutes les communautés culturelles, tous les Québécois, tout le monde a pu avoir accès à des maisons unifamiliales qui correspondaient au mode d'habiter dans cette région de la planète. Des maisons unifamiliales, donc, qui étaient soutenues, dont la construction était soutenue par des programmes gouvernementaux. Et ces maisons-là, elles ont assez rapidement épousé une forme très caractéristique de ce qu'on a appelé le bungalow, qu'on trouve dans toutes les régions du Québec et peut-être encore plus, évidemment, dans les régions suburbaines autour des grandes villes, comme à Montréal, par exemple. Et dans ces bungalows étaient construits sur une fondation parce qu'évidemment, on construit ici sur une fondation parce qu'on est dans une région climatique froide, puis on veut s'éloigner de l'humidité et du froid du sol, la température froide du sol. Donc, traditionnellement, on construisait sur des fondations. Ces fondations sont devenues un espace habitable dans ce bungalow au fil de l'évolution des techniques de construction Mais et Madame de Morissette, l'évolution des modes de chauffage. est-ce qu'on a inventé le genre, non? Non, on n'a pas inventé le sous-sol habité, mais disons qu'on l'a perfectionné au fil du développement de notre société. Par exemple, quand donc ces bungalows se sont répandus partout avec leur sous-sol, ils ont aussi, dans cette terre qui a accueilli beaucoup de communautés culturelles, ils ont aussi rencontré des modes d'habiter qui existaient ailleurs et qui sont encore plus affirmés ici. Par exemple, dans la communauté italienne, il y a plusieurs chercheurs qui ont montré que l'habitude est, dans un bungalow, d'avoir deux cuisines, due cucine, donc une cuisine pour recevoir à l'étage, au rez-de-chaussée, et une vraie cuisine fonctionnelle au sous-sol. Et donc, ça a fini par épouser de très près cette pièce supplémentaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est une pièce supplémentaire. Ça a épousé les modes de vie comme ils se sont développés ici après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui a accueilli les adolescents. Les adolescents, c'est un peu une invention du 20e siècle. Au début du 20e siècle, on ne parle pas d'adolescents. Il y a des enfants, puis ensuite, par la guerre, il y a des adultes. C'est un rapport à l'âge et puis au vieillissement
qui est tout à fait différent. Donc, ces sous-sols ont accueilli nos premiers adolescents qui se sont mis à aller au cégep dans les années 60. Puis là, les cégeps, il y en avait pas partout, il y en avait dans les villes. Donc, il fallait que les adolescents quittent leur maison en région, souvent pour aller dans les villes. Et là, où est-ce qu'ils ont habité? Bien, dans des sous-sols de bungalows que des familles ouvraient à la location pour accueillir tous ces étudiants. Donc, c'est devenu un espace de famille, un espace de communauté, un espace de convivialité parce que c'était une pièce supplémentaire qui était disponible, puis parce que nos modes de vie changeaient à ce moment-là et ont changé en s'adaptant à cette pièce supplémentaire. Oui. C'est donc un trait de la mémoire collective du Québec. Oui. Et malgré que ici, on soit quand même sur des terrains plats, donc, il a fallu construire ce sous-sol-là de manière parce que lorsqu'on est en terrain montagneux, pour aplanir, le sous-sol est plutôt de manière naturelle, n'est-ce pas, ou presque. Lorsqu'on creuse la montagne pour habiter, mais maintenant ici, on l'a inventé de toutes pièces. C'est comme vous venez de nous le dire, plusieurs années d'histoire. Est-ce qu'il y aurait un moyen, est-ce qu'il devrait avoir un moyen pour conserver ce sous-sol malgré les difficultés d'inondation à venir? Ben, je pense qu'il va falloir pondérer de manière intelligente, en mobilisant l'intelligence collective, il va falloir pondérer cette nouvelle donne climatique qui est celle des inondations et cette habitude de vie et cette pièce supplémentaire qui est absolument essentielle pour bien des gens et qui est peut-être d'autant plus essentielle quand on parle bien sûr de densification, mais aussi de crise du logement et ainsi de suite. Et donc, on peut peut-être se demander s'il y a un moyen, on a évolué avec nos techniques de construction dans le temps, puis on sait qu'il y a moyen d'imperméabiliser un sous-sol. Maintenant, je veux dire, on peut peut-être pas vivre tous dans des bunkers imperméabilisés. Et puis, comme je le disais, moi, je suis pas spécialiste en construction ni en inondation, mais je pense que compte tenu des autres enjeux que nous vivons aujourd'hui, eu égard aux crises du logement, aux besoins d'habiter, aux besoins de densification et ainsi de suite, on peut peut-être essayer de pondérer notre réaction à cette agression qu'on ressent du climat, ce qu'on pourrait appeler une agression climatique en quelque sorte. D'autres diront que ce sont nous qui agressons le climat et c'est probablement vrai, mais toujours est-il que c'est d'une agression qu'il s'agit et plutôt que de réagir dans l'urgence, ce qu'on a fait dans bien des cas autour des changements climatiques, là, dans les démolitions entières de villages parce que tout à coup il est en zone inondable, plutôt que de réagir dans l'urgence et dans la panique, il conviendrait peut-être dans ce cas-là aussi de pondérer avec les autres enjeux de notre société qui incluent la culture et l'identité. Oui, effectivement, j'aime la façon de pondérer, vous, à votre tour, la question, n'est-ce pas? Parce que quand on regarde des solutions qui sont proposées, pour contrer la question de pénurie de logement, mais c'est des constructions, mais surtout en hauteur. Et puis, à quelque part, on peut dire que c'est pas la trouvaille du siècle, hein? Ben, c'est que ça correspond pas nécessairement au mode de vie puis à la culture. Et là, encore une fois, on peut décider un beau matin qu'on a une bonne idée puis qu'on va changer radicalement le mode de vie et la culture de dizaines de milliers d'habitants. Mais habituellement, ça marche pas. On sait, dans les années 70, toutes les tentatives qui ont été faites de ce qu'on appelait le retour en ville, alors que les Nord-Américains, habituellement, habitent pas en ville. Ils habitent en campagne. Les gens qui habitent en ville, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'en sortir. Et donc, c'est intervention directe sur le mode d'habiter au motif qu'il fallait changer un certain nombre de modes de vie, ont peut-être pas autant réussi qu'on aurait voulu parce que précisément, on a négligé cette question de l'identité, l'identité qui est ce qui naît finalement entre notre culture puis notre manière d'habiter un territoire. Et puis, j'aime tellement ça, là, parce que quand on se reporte à des années-lumière, n'est-ce pas, l'homme de la pierre a trouvé un moyen d'habiter l'espace, n'est-ce pas? Et puis, ça nous a conduit avec des évolutions et des changements, naturellement.
Aujourd'hui, on fait face à un autre problème. Oui, je suis vraiment d'accord de dire il faut pas paniquer et on saura trouver si on cherche sérieusement et certainement pas dans la panique. Absolument. Et l'intelligence collective est faite pour ça. Donc, il faut la mobiliser. Lucie Morissette, professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'UQAM. Je vous remercie, Madame Morissette, d'avoir pris du temps de nous expliquer cette chose extrêmement intéressante. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.